C'est le vent qui fait ce bruit-là. Attendez, on est le matin, il n'y a pratiquement pas de voiture. Je suis contente pour le bruit. Et là, t'as le vent. On n'arrivera jamais à tourner, hein. Salut l'équipe, j'espère que ça va bien. Moi, ça va du feu de Dieu. Cette semaine, petit disclaimer avant de commencer la vidéo, des trigger warnings. Si vous avez un problème avec la drogue, avec les potentielles tentatives d'agression sexuelle, avec les traumas, avec le GHB, avec les mauvaises expériences en bar, je vous conseille d'aller voir soit une autre vidéo de ma chaîne, soit d'aller juste voir autre chose sur YouTube parce que ça va pas forcément être un bon moment pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour discuter de tout ce qui s'est passé depuis un an. Puisqu'il y a un an est sortie la vidéo combinée sur mon empoisonnement au GHB et que toute cette expérience a été pleine de rebondissements, pleine de choses positives comme négatives. Et que je pense que c'est de mon devoir et de ma responsabilité de continuer à parler de ce dont j'avais parlé il y a un an et de voir comment les choses vont évoluer. Donc je vous invite à boire un petit truc chaud avec moi et c'est parti. Le début de cette histoire commence dans la nuit du 8 au 9 novembre 2021. C'est un lundi soir. Charlotte m'appelle et me dit Lisa, on va boire un coup en ville. Donc je prends mes clics et mes claques. J'envoie un petit message à Théo et je lui dis Théo, est-ce que tu veux nous rejoindre pour boire un coup? Parce qu'il fallait que je boive un coup avec Théo. Ça fait super longtemps qu'on ne s'était pas croisés. Et nous partons tous les trois. Il doit être 20h, sur les coups de 20h à Reims, dans le bar où on voulait aller. On commence la soirée dehors étant fumeuse avec Charlotte, c'est beaucoup plus simple en terrasse. Et au bout d'un moment, il commence à faire un peu frais. Et nous décidons de rentrer avec nos verres et avec Théo. Donc nous sommes là tous les trois. Et à un moment, on décide de sortir fumer. On se dit on est 10 dans le bar, on laisse les verres sur table. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. On va y aller. On sort fumer, on rentre sur table. Je commence à boire dans mon verre et là je ressens les effets et je sais très bien que c'est pas une pinte de blonde et un Monaco qui aurait pu me rendre complètement ivre ou qui aurait pu faire que mon corps ressente ce genre de choses. La vue se trouble, les lumières te démontent dans les yeux, les sons démultiplient au maximum, j'entends la bière monter dans les tireuses, j'entends les gens et les chasses d'eau sur les toilettes au sous-sol. Enfin c'est l'enfer. Bouffée de chaleur, nausée, maux de tête, je sais ce qui se passe, GHB. Pourquoi est-ce que je sais que c'est du GHB à ce moment-là? Parce qu'un an avant, un an et demi à peu près, on m'avait déjà empoisonné au GHB, mais pour moi, c'était pas possible. Parce qu'une copine m'avait dit non, mais attends, Lisa, c'est du GHB. Ça, c'est sûr et certain. Et moi, j'y croyais pas, donc j'avais fait aucune mesure, aucune démarche. Et là, j'ai senti les mêmes choses. Donc, je suis tout de suite descendue pour aller vomir, essayer de me dire, bah vas-y, sors le GHB au maximum de ton organisme. Sauf que si une drogue a déjà commencé à faire effet sur toi, tu ne peux plus la sortir. Donc c'était un peu un instinct de survie, mais qui n'a pas été fort concluant. Je suis rentrée au moment où Charlotte allait boire dans mon verre. Je lui ai dit, tu ne bois surtout pas, on sort, je viens de me faire empoisonner. À partir de ce moment-là, je ne me rappelle plus comment on a réussi à atteindre la voiture, mais Charlotte n'ayant pratiquement pas bu et ayant la voiture, elle a pu me ramener chez moi. Sur la route, on a dû s'arrêter une ou deux fois pour que je continue à vomir pour éviter de partir trop loin. Et elle m'a déposé en bas de chez moi, et j'ai monté les escaliers, j'ai envoyé un message à Thomas en lui disant je me suis fait droguer au GHB, t'inquiète pas, je suis à la maison. J'ai mis mon téléphone à charger, j'ai mis mon réveil pour partir au travail le lendemain, j'étais ultra consciente de ça, mais je ne sais plus, je ne sais plus me rappeler de comment je l'ai fait. Je sais que je l'ai fait parce que le lendemain il y avait les signes, mais je ne sais plus comment j'ai fait. Le lendemain, je me réveille, je suis consciente de ce qui s'est passé la veille au soir, mais pour moi, ça sert à rien d'aller porter plainte parce qu'on était 10 dans le bar. On va jamais retrouver ce qui s'est passé, il n'y a pas de caméra de surveillance. À quoi ça sert? J'envoie un message à maman qui me dit Lisa, faut quand même que tu ailles faire des examens, faut quand même que tu ailles porter plainte parce que à tout moment, en fait, ça a peut-être aidé des victimes ou peut-être que s'il y a eu plusieurs témoignages le même soir, vous allez pouvoir trouver quelque chose. Donc je prends mes claques, j'arrive au travail, je dis à mon patron que je ne peux pas rester parce qu'il faut que j'aille faire des analyses sanguines, puisque le GHB est une drogue qui part excessivement vite de l'organisme et qui du coup n'a pas de preuve matérielle de sa présence. Si tu attends plus de 24 heures, je crois, si je dis pas de bêtises. L'infirmière me regarde, elle me dit Madame, sachez que vous n'êtes absolument pas la première qui vient cette semaine et que depuis juillet, on n'arrête pas d'en voir. Donc, on était quand même en novembre. Et je vais après au travail en attendant la certification qui me dit que je me suis fait droguer au GHB. Midi, je reçois le message. On me dit que j'ai une grosse dose dans les veines encore à l'heure actuelle. Donc, ça veut dire que j'ai pris une bonne dose de GHB. Ce qui ne m'étonne pas parce que j'ai un corps ultra résistant à. Tu peux fumer ton pet à côté de moi, ça va rien me faire. Je peux boire des doses assez sympathiques pour quelqu'un qui a ma corpulence et mon corps. Donc ça ne m'étonne pas d'avoir tenu face à cette quantité de drogue. Après, je me suis couchée très vite après que j'ai été contaminée.
Une fois les résultats en main, je vais porter plainte au commissariat de police. C'est un policier qui me reçoit, qui prend toute ma déposition de plainte écrite. Je ne me suis pas fait juger. Merci, 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 parce que c'est pas toujours le cas. Et il me dit, bon bah, sachez qu'il y a plein de monde qui vient, sachez que vous n'êtes pas la première, vous n'êtes sûrement pas la dernière, mais sachez que votre plainte ne va pas aller très loin, en toute honnêteté. On n'a pas de témoins, il n'y a pas de caméra de surveillance, vous n'avez aucune idée de ce qui a pu se passer. Donc, porte plainte sous X, mais bon, on vous tient au courant si jamais il y a quelque chose qui se passe. Une fois que tout ça c'est fait, je rentre chez moi, donc tout ça c'est le mardi, et je fais une vidéo sur TikTok, sur Instagram et sur Twitter que je poste, que j'ai supprimé depuis, en racontant ce qui s'est passé. À l'époque, Nous Toutes 51 était dirigée par une amie à moi, qui est une association féministe à Reims. Donc j'étais amie avec l'ancienne présidence qui a reposté sur sa story sur Instagram ma vidéo de témoignage. Suite à ça, il y a une journaliste de Combini qui a vu la vidéo et qui va rentrer en contact avec moi juste après. C'est la deuxième partie de cette vidéo. Donc on en arrive au mercredi, donc 2 jours après l'empoisonnement, et la journaliste Combini m'appelle, elle récupère mon numéro de téléphone via l'ancienne présidence de Nous Toutes 51. Et elle m'appelle. Donc je me retrouve au téléphone avec cette journaliste, je lui raconte un peu ce qui s'est passé, etc. Sans rentrer dans les détails profonds. Et elle me dit ok, ça m'intéresse, descends sur Paris, on va filmer l'interview. Je descends à Paris la semaine qui suit le jeudi, il me semble, de mémoire, avec la présidente de Nous Toutes 51 de l'époque. Et je vais faire l'interview. L'interview se passe super bien. Je sais qu'il y a des gens qui ont dit, des personnalités publiques, des influenceurs, que Combini avait déformé leurs propos, ou qu'ils n'avaient pas tout mis au montage, ou qu'ils voulaient les forcer à dire des choses. Moi, ça s'est super bien passé. Je vous mettrai en barre d'infos le lien de la vidéo qui a été publiée sur Facebook, si vous voulez voir l'interview Combini. Et l'interview se passe super bien, la journaliste est très mignonne, etc. Ça se passe bien, et je pensais pas à ce moment-là que ça allait prendre cette ampleur-là. Donc je fais mon interview, je rentre chez Thomas, le lendemain matin je repars à Reims pour aller au travail. Et la vidéo sort une semaine après. Donc je remercie sur les réseaux, sur Facebook, sur Insta et sur Twitter, je remercie, je repartage, tout le monde repartage, je voyais ma tête de partout. Pendant pratiquement une semaine, je voyais ma tête partout sur Facebook, sur Instagram et sur Twitter, dans toutes les stories, dans tous les posts de tout le monde, je voyais ma tête, c'est très étrange. Et en fait, j'ai d'autres médias qui ont commencé à me contacter, Gossip Proof a commencé à me contacter, ça commence aujourd'hui, pardon, RTL, ou RTF, je sais plus, une radio a commencé à me contacter via Twitter, via Instagram. Au début, j'avais dit oui et je voulais y aller. Et après, je me suis rendu compte que je voulais pas devenir une personnalité publique reliée à défendre le GHB. Et de toute façon, j'ai jamais voulu devenir une personnalité publique. Et j'ai un problème avec ça. C'est très drôle quand tu vois qu'on est en train de créer une communauté sur TikTok. Mais bon, après tout, c'est la vie. Et j'ai calmé les choses et j'ai évité d'en parler aux gens et évité d'en parler à tout ce monde autour. On arrive au troisième point de cette vidéo, qui est un point qui me faisait peur au début, une fois que ça s'est passé. Entre le moment où je me suis fait empoisonner et la vidéo Combini, je suis pas retournée dans un bar, parce que j'ai pas eu l'occasion de le faire. Une fois que la vidéo Combini est sortie, il fallait retourner dans des bars, parce que quand tu me connais, tu sais que j'aime bien faire la fête, j'aime bien voir les potes, et sortir dans des bars, c'est le meilleur compromis pour faire tout ça. J'ai eu peur la première fois, je me suis dit comment est-ce que je vais me sentir en allant là-bas. Mais je suis quelqu'un qui réfléchit énormément, qui se pose énormément trop de questions. C'est plus avec qui j'y suis retournée juste après, mais je voulais pas aller dans le bar où je me suis fait droguer. Je pense que c'est un schéma classique, on va dire, de pas vouloir retourner là où tu t'es fait droguer. Et ça s'est bien passé. Dès la première fois, ça s'est bien passé, parce que je pense que j'avais du recul par rapport à ça, et que j'ai eu beaucoup de chance dans ma malchance, puisqu'il m'est rien arrivé. J'avais une personne non alcoolisée, enfin très peu alcoolisée, qui était dans les normes légales pour me ramener chez moi. Donc j'ai pas dû faire 30 minutes à pied, j'ai pas croisé de personnes mal intentionnées, etc. Donc j'ai eu de la chance dans ma malchance, on va dire. Et du coup, j'ai pu retourner en bar assez facilement. J'ai appris après derrière qu'il fallait que j'aille faire des tests 6 mois après pour voir si j'étais stérile. Des tests que j'ai toujours pas fait. Parce qu'apparemment le GHB enlèverait la possibilité d'être stérile. Moi, ne voulant pas d'enfants naturellement, ça m'a quand même fait bizarre, parce que je me suis dit, si jamais un jour j'en veux naturellement et qu'on m'enlève le droit d'avoir des enfants naturellement, ça va être compliqué. Je suis pas allée encore en boîte de nuit, mais c'est parce que j'ai pas eu l'occasion. Et je suis allée en festival, je suis allée en concert sans avoir la peur qu'on me pique, etc. Et franchement, le retour à la réalité s'est bien passé. Quatrième point de cette vidéo, qu'est-ce qui se passe un an après et comment je me sens un an après. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées, entre autres avec et sans ça. J'ai appris qu'il y avait une amie à moi aussi qui s'était fait empoisonner, et que c'était un de mes amis qui avait dû l'amener à l'hôpital, etc. La vidéo a été repostée et republiée en mars.
parce qu'il y avait toutes ces histoires de piqûres. Cette fois-ci, les commentaires ont été encore plus virulents et ça m'a fait un peu mal, je vous l'avoue. Même si j'avais réussi de passer au-dessus la première fois, cette fois-ci, il y en a un particulièrement qui m'a fait un peu mal, mais il faut pas oublier que ça reste du virtuel et ça reste des gens qui ne te voient pas et qui ne te connaissent pas. Donc c'est pas la même chose que l'entourage. J'ai toujours pas fait les tests pour la stérilisation, mais je peux sortir à nouveau. Je suis retournée dans la terrasse de ce bar une seule fois, après la Pride à Reims. Thomas était déjà avec des potes en train de boire un coup sur la terrasse. Et j'étais tellement fatiguée et tellement au bout de mes émotions après la Pride. Je vous laisse la vidéo, je vous laisse aller voir la vidéo de la Pride si vous êtes intéressé. Que je me suis dit, ok, c'est pas grave, on va pas changer de bar, on va pas, il y a trop de monde dehors, venez, on s'assoit là, il n'y a pas de souci, c'est tout. Donc voilà. Et enfin, le petit côté prévention et solution. Messieurs, mesdames, et tous les autres d'ailleurs, ce ne sont pas que les femmes qui se font empoisonner au GHB, ce sont aussi les hommes. Ce n'est pas que pour des agressions sexuelles, c'est aussi pour des vols, pour des règlements de compte, pour rire entre potes. Il y a tout plein d'excuses. Donc ce n'est pas parce que tu es une femme un peu frêle que tu as plus de chances de te faire empoisonner qu'un homme. Moi j'ai quelqu'un, je viens de l'apprendre, qui fait 2,08 m, qui est un mec qui est carleur, donc il s'est fait piquer en boîte de nuit il y a quelques temps. Donc ça n'empêche rien. Ensuite, les capotes de verre, bon. Ça peut être une solution, mais c'est encore toujours à la victime de se protéger. Le vernis qui change de couleur, ça peut être une solution, mais c'est toujours la victime de se protéger. La meilleure solution, c'est de garder votre verre en visu ou que quelqu'un garde votre verre en visu pour vous. Sachez que dans n'importe quel événement, vous pouvez vous faire droguer de toute façon, que ce soit dans un bar où il n'y a personne un lundi soir, ou que ce soit dans le plus gros festival du monde ou d'Europe, vous pouvez vous faire droguer. Donc, faites attention à vous, protégez-vous et protégez-vous les uns des autres. C'est une drogue qui peut détruire des vies, c'est une drogue qui peut te rendre stérile, c'est une drogue qui peut, avec un trop fort taux, te faire dérailler, avoir des problèmes physiques, psychologiques ou même faire une overdose. On n'oublie pas que c'est considéré comme un empoisonnement. Donc c'est vraiment un terme très grave et j'ai réalisé moi ce qui m'était arrivé quand la journaliste a posé le terme empoisonnement sur ma situation. Donc faites attention à vous. Vous n'hésitez pas à en parler autour de vous et vous n'hésitez pas, si vous avez le moindre soupçon, d'aller faire une prise de sang dans les 12 à 24 heures qui suivent. Pas plus tard, test urinaire aussi. Il me semble qu'il y a des tests urinaires en pharmacie si vous ne pouvez pas vous déplacer dans les centres hospitaliers. Portez plainte, vous rapprochez des associations féministes ou des associations qui luttent contre ce genre de phénomène. Si vous avez besoin d'en parler avec moi, étant donné que j'ai bien vécu la situation et que maintenant c'est plus un traumatisme, je suis toute ouverte. Et bien évidemment, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure, au même endroit. Bisous l'équipe.